En République démocratique du Congo, les choses bougent. Si les politiques cherchent à tirer les draps de leur côté, le peuple, lui, s'est débrouillé du jour au lendemain afin d'assurer son avenir. Mais quel regard a cette population vis-à-vis des dirigeants à travers ce qu'ils proposent ? Consensus, consultation, dialogue sont des mots qui reviennent régulièrement. Et tout justement, nous allons parler du dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Petite explication, on se retrouve juste après. Le dialogue inclusif est un processus de concertation qui associe toutes les parties concernées, sans exclusion, afin de trouver des solutions communes à une crise ou à un problème d'intérêt national. En termes simples, il s'agit d'un dialogue où chacun a la possibilité de s'exprimer et de participer aux décisions, notamment des pouvoirs en place, les partis de l'opposition, la société civile, les confessions religieuses, les organisations des jeunes et des femmes, les représentants des différentes communautés et selon les contextes d'autres acteurs concernés. Dans le contexte de la République démocratique du Congo, lorsqu'on parle d'un dialogue inclusif, certains acteurs politiques souhaitent que toutes les forces politiques et sociales participent aux discussions sur les questions sécuritaires, politiques et institutionnelles. D'autres estiment par contre que le dialogue doit respecter les cadres prévus par la Constitution et les institutions existantes. Et voilà, vous avez une idée sur les dialogues inclusifs. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Patrick Mpiana. Il est cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Première question, que pensez-vous de cette sorte de revirement du chef de l'État de convoquer un dialogue inclusif? Je pense que ce n'est pas du nouveau. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, je crois il y a au maximum 6 mois ou 7 mois, devant la presse, le président de la République a dit que moi, je suis issu de l'UDPS et l'UDPS, vous savez, nous, c'est sous l'arbre à palabres. D'ailleurs, s'il y a l'activité de ce que nous appelons Parlement debout, c'est parce que nous, chez nous, c'est le dialogue. Et les chefs l'avaient bien précisé. Qui prendra part au dialogue? Est-ce qu'on doit continuer à dialoguer avec tous ces gens qui ne cessent de partager la mort dans les milliers d'entre nous et pratiquement dans la partie est de la République démocratique du Congo? Et c'est lui qui pense qu'il doit reconnaître l'agression de la République démocratique du Congo par un État voisin, c'est celui-là qui pourra prendre part. Je crois que tous vous avez suivi, le cardinal a commencé par reconnaître, bien qu'il a connu un lapsus pour essayer d'indiquer l'Est de la République démocratique du Congo. Il a parlé de l'Est du Rwanda, parce que c'était un narratif où eux-mêmes ont essayé de fabriquer pour essayer de diaboliser. Mais ce qu'il faut retenir est que je crois qu'il y a un énigme que les chefs de l'État avaient exposé à la population devant la presse pour dire que si aujourd'hui je convoque un dialogue, est-ce que tous ces gens-là seront à mesure de nous ramener la paix? Ça, c'est une question. Donc, c'est pour dire que l'abbé Chollet qui pointait du doigt pour dire que sans le dialogue, il n'y aura pas de paix. Maintenant, ils sont devant leurs responsabilités. Ils doivent prouver au peuple si et seulement si les chemins qu'eux ont tracés et ont pensé nous imposer, c'est ces chemins-là qui vont nous amener la paix. Alors que de l'autre côté, tous nous avions suivi la déclaration de M. Paul Kagame qui dira que lorsque vous cherchez à démanteler les 1,23... On va y arriver par rapport à la position de Paul Kagame sur l'effacement du 1,23 qui aura certainement des conséquences sur les Rwandais. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle du dialogue au sein de votre parti politique UDPS? Non, moi personnellement, étant que membre de l'UDPS, ça a été vraiment au sommet de ce que je pensais parce que déjà, à chaque fois que je suis devant la presse, j'ai toujours étalé les dialogues en 3 positions. C'est-à-dire, il y a le processus de Washington, qui est une extrapolation de ce qu'on appelait le processus de Luanda, du fait que Kagame ne respecte pas ses frères africains, et ce processus a été ramené aux États-Unis. Et il y a le processus de Nairobi, par le fait que les groupes armés assujettis à Kagame ne respectent pas les règles du jeu, ça a été transposé au niveau des Doha. Et j'ai parlé très bien de processus de Kinshasa. Et le processus de Kinshasa, qui doit être inclusif, mais on doit tenir compte de tous ces gens-là qui sont sanctionnés par les grandes instances
telles que l'ONU ou des grandes nations telles que les États-Unis. Et je pense que nous, UDPS, on est sereins, que ce soit les secrétaires généraux ou les tout derniers d'entre nous, tous nous sommes sereins parce que nous observons le comportement, l'agir et la façon, la vision de la haute autorité politique de référence qui est le président de la République, ancien président de l'UDPS. Quelqu'un pense qu'il s'agit d'un aveu d'échec. D'après vous, qui seront conviés à ces dialogues? Je crois que le caractère inclusif de ces dialogues le dit très bien. Ceux-là qui pensent que le Rwanda est en train d'agresser notre pays, ce sont ceux-là, dans la vision inclusive, doivent prendre part à ces dialogues. Aussi longtemps qu'il y aura de ceux-là qui viendront avec l'agenda du Rwanda, et cet agenda est clair, ça a été étalé même par M. Kagame. Et je pense que ceux-là, si nous sommes à l'unisson, nous allons combattre tous ces gens-là et récupérer tous nos territoires sous la vision de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc ce n'est pas un aveu d'impuissance. Au fait, c'est l'amélioration de notre courbe d'indifférence par rapport à la vision de ce qui se passe dans le Congo profond et particulièrement dans la partie Est. Revenons sur ces déclarations de Paul Kagame qui pense que si les M23 disparaissaient, le Rwanda risquerait également de disparaître. Quelle est votre analyse? Non, effectivement, c'est là où les Congolais doivent comprendre. Tous ces gens-là qui sont venus nous vendre du vent pour dire qu'avec les dialogues, on va terminer, on va ramener la paix, ça sera une paix tronquée. La preuve est que lorsque nous sommes partis à Sun City, on a mis des dispositifs, un accord de paix. Cet accord nous a produit la constitution actuelle, mais par la suite, même pour nous vendre cette constitution, on nous disait qu'il faut voter cette constitution, ça va nous ramener la paix. Mais aujourd'hui, on est là, devant cette constitution, depuis que ça a été voté en 2006, nous sommes là à des épisodes, je crois, cette fois-ci c'est la 5e et ça doit être la dernière épisode pour ce qui concerne la partie orientale de notre pays. Et aujourd'hui, les gens doivent comprendre, par rapport au dire de Kagame, ça dit que les velléités expansionnistes de M. Kagame ne datent pas d'aujourd'hui. Donc ça signifie tout simplement, si on doit regarder la donne géopolitique dans la partie Est, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on parle des têtes Tabara, pourquoi on parle des Twirwaneho, pourquoi on parle de M23, pourquoi on parle des AFC et pourquoi on parle de les gens de Thomas Lubanga et consorts. Et hier, tous ces aventuriers-là étaient membres de l'AFDEL. Donc c'est pour vous dire que la vision était tout autre. Tout Congolais qui a voulu s'aventurer avec ces gens, vous avez suivi Colette Brackman, je crois que Kissa Sengandou, que les gens n'en parlent pas trop, a perdu de sa vie. Et sans pour autant parler de la vie de Laurent Désiré Kabila, qui par la suite s'est rendu compte que tous ces gens-là qui l'entouraient, y compris son ministre de l'Intérieur, M. Bizimakara, étaient en Rwandais. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont un autre calcul par rapport à tout ce que disent les prélats. Je ne sais pas, parce qu'ils ont goûté aux fruits intéressants, comme l'avait dit Monseigneur Mouteba. Ils avaient goûté aux fruits, ils avaient béni Nanga, tout en oubliant que, tout en sachant, pas en oubliant, tout en sachant qu'il y avait 10 000 vies humaines qui ont été fauchées en une nuit à Goma. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'à un certain moment, on s'associe avec les diables, c'est l'ange des lumières, c'est Lucifer qui se transforme en ange des lumières pour essayer de vous aiguiller, mais en réalité, il vient pour vous distribuer la mort. C'est le cas de Paul Kagame, qui a égayé l'Église catholique, et il y a aussi les protestants. L'Église catholique vit à la Cinco, mais si vous suivez les discours de Kagame, qu'est-ce qu'il a dit? Il a étalé sa stratégie de déploiement. Il a parlé des M23, et de l'autre côté, il a parlé des politiques, et enfin, il a parlé des religieux. Donc, il a cité 3 fronts. C'est ce que nous avions aujourd'hui. Il y a les C64, il y a la Cinco plus les CC, et de l'autre côté, il y a le M23, l'AFC, qui est un conglomérat qui s'occupe des Twirwaneho, des Tête Tabara et Thomas Lubanga et consorts. Donc, c'est pour vous dire que c'est un conglomérat des gens qui pensent rien qu'à la balkanisation de ces pays et accroître les intérêts du Rwanda dans les espaces qui sont
nôtre. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en train de décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Et oui, nous parlons tout justement du dialogue inclusif avec notre invité Patrick Mpiana. Il est cadre de l'UDPS. Patrick Mpiana, on poursuit notre magazine. Les dialogues sera convoqué incessamment. Devrions-nous encore parler du changement ou de la modification de la Constitution? Je pense que le changement ou la modification de la Constitution ne doit pas être zappé. Si ça ne doit pas être zappé, parce que j'ai suivi certaines personnes dire que non, on ne peut changer de constitution que lorsqu'il y a une révolution. Mais nous sommes en face d'une révolution économique. L'accord de Washington nous amène une révolution économique. D'ailleurs, la question que vous deviez poser à tous ces gens-là, pourquoi la RDC évolue en pas de tortue avec tout ce qu'on a comme potentiel? C'est parce que quelque part, le modèle économique de la République démocratique du Congo est fondé sur le capitalisme du chaos. Ce capitalisme du chaos qui a été déjà mis en place en 1885, parce que tout ce qu'on faisait dans ces pays de 1885 jusqu'en 1960, ce n'était que pour le profit, d'abord le profit du roi Léopold II étant que souverain, et deuxièmement au profit de la Belgique étant que colonie, et sans oublier d'autres puissances qui tiraient d'une manière ou d'une autre des intérêts en République démocratique du Congo. Alors nous sommes en face de quoi? Nous sommes en face d'une mutation géostratégique majeure. Et devant cette mutation géostratégique, je crois qu'on doit essayer de repenser notre modèle économique via la Constitution et essayer de réorganiser notre pays autrement. Même si on ne doit pas vivre en autarcie, mais je pense que c'est le moment où jamais on doit créer l'inclusion économique. Je crois que vous avez suivi au ministère des Finances, on est en train de mettre en place une bourse des valeurs. Je crois qu'il faut dire bravo au ministre Fwamba. Et je crois qu'il y a beaucoup de mutations au niveau de la Banque centrale du Congo. Et la façon dont nous évoluons, vous verrez, c'est réalisé dans ces pays le souhait des Stanley. Sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Ça signifie quoi? Lorsque l'AFDEL est arrivé dans ces pays, le président Mobutu organisait le transport multimodal. Le Congo central donnait au Katanga, ce qu'on appelait Chaba à l'époque, le courant électrique, et Chaba donnait au Congo central le fret maritime. C'est-à-dire, avec la guerre de l'Angola, les cuivres quittaient le Katanga, venaient jusqu'au Kasaï, et du Kasaï, ça prenait le bateau. Le bateau, ça arrivait ici à Lonatra, dans la commune de la Gombe, et ça prenait les trains jusqu'à Matadi. Il y avait du boulot, il n'y avait pas d'impayement à Lonatra. Mais lorsque l'AFDEL est arrivé, combien de temps on a eu pour réhabiliter les chemins de fer entre l'aéroport d'Indjili et la commune de la Gombe? On doit se poser des questions. Moi, étudiant à l'université de Kinshasa en 1995, à cette époque-là, les étudiants qui habitaient Kitambo prenaient les trains qui les déposaient à Kimwenza. Et de Kimwenza, ils prenaient les transports, le bus en commun, ou soit ils faisaient le pied via Kindele pour atteindre l'université de Kinshasa. Mais dans tout ça, on a démantelé. Donc je pense qu'il faudra que nous puissions regarder, se mirer dans le bon sens du miroir, comprendre là où nous amène Félix-Antoine Tshisekedi. Et d'où, pour ça, la question sur le changement de la Constitution. Si nous allons au dialogue, je pense que les termes de référence de ces dialogues doivent intégrer, entre autres, cette mutation, cette révolution qui doit nous balancer vers la 4e République. Alors, quel est le poids politique de la C64 qui a remporté sa marche du 22 juillet? Ne devrait-elle pas persister dans sa position? Moi, je pense que C64 devait se manifester. C'est ce jour-là que les Congolais allaient comprendre que ce n'est qu'un coquille vide. Parce que moi, je suis passé le 12 juin ici, vers 9h30. Le nombre de gens que j'ai vus, ça ne dépassait pas 400. Mais je crois qu'ils ont essayé de profiter d'une situation. Parce qu'en venant du district de Moamba où je réside, parce que j'ai roulé ce jour-là avec une petite voiture que j'ai, lorsque je suis arrivé en face des stades de Martyrs, j'ai vu les parlementaires debout. Donc sûrement, si vous suivez les vidéos, ils sont allés provoquer. Parce que ces gens-là n'évoluent que dans la logique du chaos. C'est-à-dire la théorie du chaos que nous expliquait M. Ngwanda. Et cette théorie du chaos nous apporte deux concepts, la diabolisation et la victimisation. Il faut poser la question à M. Sessanga. Lui qui avait obtenu une balle si c'est sous la jambe ou sur la jambe,
Posez-lui la question, où se trouvent les cicatrices? Et je crois que vous avez suivi combien M. Olengankoy, lorsqu'il a été convoqué, le monsieur a nié même de ses tweets. C'est pour vous dire que ces gens-là, si aujourd'hui le Congo a de problèmes, je pense que la classe politique est responsable. Pourquoi cette classe politique est responsable? Nous avions 9 voisins. Et aujourd'hui, si on intègre la scission des Soudan, on peut parler des 10 voisins. Donc, si on doit tenir compte de ces 10 voisins, et parmi ces voisins, il y a de ceux-là qui peuvent être belliqueux. L'Angola est belliqueux avec la République démocratique du Congo parce qu'il y a le pétrole que nous partageons, la nappe avec l'Angola. Et aujourd'hui, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi qu'on commence à récupérer les peu. Avec le Rwanda, n'en parlons pas. C'est un État belliqueux. Et je crois qu'en 2019, en 2020, je devais aller à Kasenga dans le Katanga, mais arrivé à l'université Katumba Mwanke, vers la route de Kasenga, on nous dira non, il ne faut pas emprunter l'autre route parce qu'il y a des ambiants de l'autre côté. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là pouvaient aussi être belliqueux, peuvent aussi être belliqueux à chaque instant. Je crois que l'arrivée de général qui produit le maïs au niveau des services nationaux, ça a allégé le Katanga. Parce qu'à un certain moment, le Rwanda, la Zambie, prenait la décision unilatérale de bloquer les frontières pour nous faire souffrir par l'absence de maïs au niveau de l'espace Grand Katanga et particulièrement le Haut Katanga. Et dans tout ça, il y avait un, entre guillemets, fils du pays, président d'un club de football qui était derrière ça. Donc vous voyez le degré des transactionnels des Congolais. Donc, ils sont prêts à brader les intérêts du pays, ils sont prêts à faire tuer les Congolais au profit des étrangers et pour de maigres bénéfices. Le plus grand bénéfice, c'est laisser des noms, tels que le nom de Etienne Tshisekedi, le nom de Kimpavita, le nom de Kimbangu. Est-ce qu'on peut me montrer aujourd'hui la maison de Kimpavita? Vous comprenez? Et je pense qu'aujourd'hui, Tshisekedi, Félix, président de la République, est en train d'écrire son nom dans l'histoire de la République démocratique du Congo, mais cette histoire, c'est avec H majuscule. Donc, je pense que c'est l'occasion ou jamais que nous puissions comprendre. En ce qui concerne les prélats, j'aimerais qu'on clôturait par là. Vous savez que depuis 1885, les religieux n'ont jamais œuvré pour le bien-être du peuple congolais. Donc vous remettez en cause l'apport des religieux qui ont construit des écoles et des hôpitaux en RDC? Non, ils n'ont pas construit des écoles. C'est l'État, c'est le gouvernement congolais sous Léopold II et sous l'administration belge. Ce sont ceux-là qui ont construit des écoles, mais ils ont légué la gestion. C'est ainsi que nous parlons des écoles conventionnées. Il y a une école ici, l'école Mosengo. Je crois que ça doit être l'école la plus chère. Non. Etchaou, l'école Mosengo, je crois. Sur la première rue Lumété, parce que moi j'ai fait Saint-Raphaël. Donc vous verrez que là, on paye plus de 1200, 1300 $. Mais cette école-là ne dépasse pas de loin l'école Saint-Raphaël, où moi je suis formé, ne dépasse pas de loin le collège Mobutu. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là sont devenus beaucoup plus mercantilistes. Mais vous savez, pendant la période des indépendances, parce que c'est en 1956 où le narratif a changé, parce qu'avant 1956, l'Église n'est jouée que pour le compte de colons. C'est ce qui se justifie parce que cette église vient d'où? Vient soit de l'église anglicane, on voit l'Angleterre, soit de l'église romaine, on voit l'Italie. Donc ça dit qu'il ne joue qu'au profit de l'Union européenne. Mais lorsqu'ils ont senti que les indépendances allaient arriver, parce que parmi les pays de l'indépendance, il y a mon grand-père Moudingaï. Il s'est battu pour ces Congos. Et en 1956, l'église catholique a changé de narratif. Et c'est cette même église a traité Lumumba de communiste. C'est ainsi que les réseaux Gladio, un réseau italien dépendant de l'OTAN, a pris le bras le corps ces dossiers parce que le réseau Gladio n'avait qu'une mission pour détruire l'évolution du communisme en Afrique. Alors, comme Lumumba a été estampillé par l'évêque de Kinshasa, vous allez chercher son nom, vous allez comprendre que c'est ainsi qu'on a dit que Lumumba c'est un communiste et il fallait l'éliminer. Et Lumumba a été liquidé. Donc ils sont responsables. Et si nous évoluons, lorsque nous sommes allés à la conférence nationale, qui a amené la troisième voie? Lorsque Mobutu était coincé, ce n'est que ces gens-là. Et aujourd'hui, nous sommes là, ils sont là
pour les intérêts du Rwanda. On a même suivi un monseigneur pour vous dire que nous recevons de l'argent. Il le disait avec fierté, nous recevons de l'argent, même l'argent du Rwanda. Aujourd'hui, tous les rapports des Nations Unies démontrent que les Rwandais, c'est le pays qui tue les Congolais. Alors lorsque vous bouffez l'argent d'un assassin, vous êtes qui? Merci d'avoir répondu à nos questions. Patrick Piana, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci de nous avoir suivis dans Regard Sûr. On se retrouve prochainement avec les mêmes plaisirs, bien sûr. Gardez la même posture.